Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Astăzi vă propunem o ediție specială în limba franceză. Avem în studioul RFI România pe Romain Detroia, un coach francez care trăiește în România. A trecut prin multe și a văzut multe. Are o pasiune pentru călătoriile pe mare pe care le-a făcut cu tot felul de embarcațiuni. Romain Detroia este un navigator profesionist. A studiat matematica și comerțul, a lucrat în câteva companii foarte mari, după care și-a creat propria societate de consultanță în comunicare financiară. Dar înainte de toate, Romain Detroia este coach și în această calitate l-am invitat la emisiunea noastră Zbor deasupra unui cuib de coach. Vom continua această emisiune în limba franceză. Romain Detroia, soyez bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Vous avez touché au mathématique, au commerce, vous avez exploré les mers en tant que navigateur professionnel, vous êtes consultant en communication financière et coach. Ça en fait beaucoup quand même. Qui êtes-vous dans tout ça? Bonjour. Oui, effectivement, présenté comme ça fait beaucoup de choses qui m'ont intéressé tout au long de ma vie. Pour finir, ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que le parcours pour arriver à maintenant est riche et j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens et d'avoir beaucoup d'opportunités pour changer de voie dans mes études, pour changer de voie dans mon métier, pour créer des sociétés en France, pour devenir marin professionnel, qui va vous intéresser. Sûrement. Et j'ai eu l'opportunité de venir en Roumanie sans savoir vraiment où je mettais les pieds. J'ai travaillé dans une première société, je vivais à Brașov, et puis j'ai créé une autre société en arrivant à Bucarest après cette expérience. Et maintenant, je suis consultant et coach. Donc j'ai été diplômé d'une école de coaching en France. Et je travaille avec les sociétés, de façon générale les cadres à Bucarest. J'en ai rencontré pas mal de gens qui travaillent dans des grandes sociétés, et puis à un moment donné, il y a l'entrepreneur qui est caché en chacun de nous, qui se réveille et qui crée leur propre société, qui démarre un projet plus personnel. Je suppose qu'il y a une différence pour vous maintenant entre le métier de coach et ce que vous avez fait avant. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé, d'être à la maison, je ne sais pas comment dire, quand vous faites du coaching? Alors, effectivement, c'est un petit peu le rêve des gens qui sont dans les grandes sociétés de changer de voie et de prendre le temps de donner un peu plus de sens à leur activité professionnelle. Et très régulièrement, aujourd'hui, il y a un petit effet de mode vers le coaching qui permet de transmettre ce qu'on a accumulé pendant les premières années professionnelles. Dans mon cas, c'est un petit peu différent parce que j'ai donc changé de voie plusieurs fois dans ma carrière. J'ai vécu des choses assez exceptionnelles, pas exceptionnelles parce que c'est pas pour valoriser ce que moi j'ai fait, mais il se trouve que j'ai eu l'opportunité de participer à des projets exceptionnels, d'être un petit maillon de ces chaînes-là, et voilà. Donc j'ai eu cette chance d'avoir ces expériences. Aujourd'hui, effectivement, je me sers du coaching. Pour faire mon coaching, je restitue une partie de ces expériences. Et en réalité, je crois que le coaching, au-delà du métier et de la formation qu'on reçoit pour être coach, agréé, etc., en réalité, on est tous un peu coach. On l'est plus quand c'est officiel, quand ça devient professionnel, mais on est tous le coach de ses amis, on est tous le coach de son entourage. Quand on a une activité de manager, de cadre dans une entreprise, on coach des gens, on essaie de les aider à grandir, à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc aujourd'hui, oui, j'exerce le métier de coach, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, et je pense que les gens l'ont toujours plus ou moins en eux. Vous avez aussi d'autres choses en vous, comme la passion pour la mer. Ça a commencé comment, cette histoire de mer? Vous êtes un marin professionnel, ça, vous avez... Oui, alors j'ai arrêté d'être un marin professionnel, mais j'ai eu la chance d'être marin professionnel pendant 10 ans.
C'est suite à un accident que j'ai eu, un petit accident de vélo un peu handicapant pendant quelques semaines. Cet accident m'a empêché de continuer mon activité professionnelle. J'avais une société de conseil dans le sud de la France à ce moment-là. Et puis, j'avais un petit peu le moral en berne avec cet accident, cette difficulté à travailler. Je me suis posé des questions et j'ai eu l'opportunité, en fait, j'ai toujours été marin, j'ai toujours navigué, mais pas du tout de façon professionnelle. Et des amis, des connaissances, des amis m'ont dit: écoute, tu as un peu de temps, ça va pas l'air d'aller trop, viens nous donner un coup de main, on a besoin d'aide. Donc viens, on peut pas te payer pour l'instant, mais viens, on sait jamais, et puis bon, ça va te donner des horaires, ça va te remettre un petit peu en selle. J'y suis allé une première fois, ils ne m'ont pas payé, une deuxième fois, ils ne m'ont pas payé, mais il n'y avait pas de problème, c'était vraiment pas mon but d'être payé. Puis la troisième fois, je les aidais bien, et du coup, ils m'ont donné un petit peu d'argent. Puis ils étaient gênés de ne pas pouvoir me donner plus, parce que vraiment, je les aidais bien, et ils m'ont présenté un équipage professionnel qui m'a testé, qui m'a validé et qui m'a engagé. Et très rapidement, j'ai pris la responsabilité technique du bateau. Et donc, ça m'a permis de gagner directement, non pas seulement de l'argent en régatant, mais en plus de ça, en préparant un petit peu le projet, en étant un peu gestionnaire du projet. Et donc, le choix... La possibilité de devenir professionnel à 100% en voile m'a été donnée par le fait que j'atteignais déjà une somme mensuelle suffisamment conséquente pour payer mon loyer et vivre de ça. Donc j'ai fait le choix de devenir marin professionnel. Mais ça a été la continuité d'une activité non professionnelle, et je navigue depuis l'âge de 3 ans. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. La mer vous apporte quelque chose que la terre n'aurait pas pu vous apporter, je suppose. Vous avez trouvé là quelque chose qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. C'est quoi ces choses-là que vous avez trouvées sur la mer? Alors oui, pour parler de la mer directement, non pas des bateaux, parce que les bateaux à mes yeux étaient plus importants que la mer. Enfin, ce que j'ai appris, je l'ai plus appris sur un bateau que sur la mer. Mais la mer, vous savez, quand vous traversez l'Atlantique pour convoyer un bateau, pour emmener un bateau, je n'ai pas traversé l'Atlantique en compétition, mais on passe 2 ou 3 semaines en mer sans voir les côtes, ou en les apercevant un petit peu loin quand on passe devant Madère ou devant quelques îles comme ça. Cet océan, cette grandeur complètement vide, avec quelquefois quelques poissons qui sautent pour casser un petit peu le train-train quotidien de la journée pendant 14 jours. Cette grandeur, ça permet de réfléchir, ça permet de prendre un temps qui n'est... C'est une richesse folle encore, de pouvoir prendre le temps de réfléchir, de faire le point sur la vie justement à terre qui est rythmée par les médias sociaux, les médias, les coups de téléphone, les gens, les réseaux, les stress des gens, les attentes aussi des entourages. Il y a une pression que je ressens à terre. Alors je la ressens peut-être plus maintenant que j'ai vécu cette expérience de voile à haute dose et de mer à haute dose, parce que je la vois. Peut-être que quand on n'a pas vécu cette expérience, on est dedans, on l'a subie, on y résiste très bien en général, de temps en temps beaucoup moins, mais bon, quand on baigne dedans et quand on n'a pas la chance de pouvoir s'en extraire, c'est peut-être plus difficile de pouvoir agir là-dessus. Quand on a la chance de partir comme ça dans un milieu... Je ne suis pas le plus grand marin du monde, il y a des gens qui ont beaucoup plus navigué que moi. Je pense qu'ils confirmeraient à peu près ça. Cette idée que quand on part, quand on quitte ça, quand on largue les amarres au sens propre, on a la possibilité de réfléchir à énormément de choses et de prendre le temps de se connaître, de prendre du recul sur beaucoup de questions qui se posent et auxquelles tout l'entourage apporte des réponses, donc on adhère à des réponses qui ne sont pas forcément les nôtres sur plein de sujets. Et voilà, éventuellement on peut prier en mer. Moi ça m'est arrivé, j'étais en train de perdre mes 2 grands-parents. Pendant les convoyages, je savais qu'ils n'allaient pas bien. Bon bah voilà, sont des moments... Prendre le temps
de cette façon-là de penser aux autres, à soi, à beaucoup de sujets, je pense que c'est ce que ça apporte le plus, la mer. Je trouve que c'est fascinant ce que vous racontez parce que on a parlé de coaching avant et je crois qu'un bon coach, c'est un coach qui sait écouter, qui se met, qui s'efface un peu devant son client, qui lui crée une place pour s'exprimer. Et ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas du tout. On vit dans un monde qui s'accélère, qui nous sollicite de plus en plus. Et le contraste entre ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui et ce monde de la mer, où cette lenteur de la mer, je trouve que c'est extraordinaire. En quelque sorte, nous avons oublié là cet art de perdre son temps. Parce que évidemment, c'est plus facile de monter dans un avion, traverser l'Atlantique. Exactement, ouais. Tu le fais en quelques heures. Donc, d'un point de vue strictement logique, c'est une perte de temps de monter sur un bateau. C'est vraiment pas rentable. Faire la même chose en 3 semaines. Quoi. Ah oui. Mais pendant ces 3 semaines, entre guillemets, on perd notre temps, mais en fait, on gagne quelque chose d'extraordinaire. Quoi, exactement. Alors, je pense... Alors, on a l'impression de perdre son temps, parce qu'aujourd'hui, effectivement, traverser l'Atlantique, ça se fait en 6 heures en avion, ou peut-être même en moins, ça dépend des points de départ. Mais... et on passe 3 semaines à traverser l'Atlantique. Et j'en parlais avec des amis qui étaient là ce week-end, qui sont venus visiter Bucarest, qui sont venus me rendre visite avant de partir pour un projet d'1 an. Ils ont acheté un bateau, ils partent 1 an en famille. Et ils n'ont jamais traversé l'Atlantique, ce ne sont pas des grands marins, mais ce qui les fascine, c'est qu'ils vont avoir le temps de vivre à la vitesse d'un homme qui marche. Ah, c'est joli ça. C'est joli. C'est à noter ça. Ouais. Et donc ils vont traverser l'Atlantique à la vitesse, à peu près à la vitesse d'un homme qui marche, peut-être un petit peu plus vite, parce que c'est pas le bateau de course qu'on imagine quand on voit la route du Rhum ou des régates comme ça. Et donc ils vont prendre le temps, ils vont avoir vraiment le temps, mais tout sera à la vitesse humaine. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Monsieur Detroya, je vous ai rencontré à l'occasion d'une belle aventure organisée par le lycée français de Bucarest, en Adenoaï. Il s'agit d'une série de conférences TEDx qui a été un grand succès. J'avoue que l'événement a bien dépassé mes attentes et je suppose que vous avez été aussi bien surpris par la qualité de cet événement. Pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec les conférences TEDx, de quoi s'agit-il exactement? Alors, les conférences TEDx, ce sont des conférences qui sont sous licence américaine de TED, qui a été lancée aux États-Unis il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je crois, une quinzaine d'années, peut-être plus. Enfin bon, moi je connais ça depuis on va dire une dizaine d'années, et qui a pour vocation de faire venir des gens inspirants sur des sujets inspirants pour répondre à des attentes d'un auditoire, une centaine de personnes à peu près dans les salles, pour rencontrer des gens qui ont des messages forts à passer. TED, les Américains, ne peuvent pas organiser autant de conférences que ce que la demande mondiale exige, et donc a lancé la franchise TEDx. TEDx, ça permet à n'importe qui, des institutions, moyennant le fait de respecter des méthodes, des timings, des choses très carrées imposées par cette franchise, d'organiser des conférences avec des intervenants de tous bords, de toutes parts, internationaux, sur tous les sujets qu'on veut. Il se trouve que le lycée Anna de Noailles a organisé une conférence TEDx sur le thème « Même pas peur ». C'était un vrai pari, parce que organiser une conférence américaine dans un pays d'Europe de l'Est, on a toujours un petit sentiment peut-être un petit complexe d'infériorité, on ne sait pas si on va y arriver. Et en fait, ils ont lancé ça en association, ils ont associé des gens qui travaillent dans le lycée, c'était un peu leur initiative, et des élèves. Donc ça a fait un événement très riche, parce que les élèves ont été très impliqués, particulièrement au moment de la conférence. Ils ont eu un peu de mal à monter dans le bateau au début, parce qu'il a fallu lancer la machine, communiquer avec le TED, avec tout ça. Donc il a fallu trouver des orateurs, choisir un petit peu le thème. Donc ça, ils ont participé évidemment. Et puis monter tout le projet. C'est un projet qui se monte à peu près 6 mois avant la conférence. Donc il y a 6 mois de travail partagé entre les adultes et les jeunes.
Et ça fait quelque chose de riche. Et effectivement, la conférence qui a eu lieu la semaine dernière a été très, 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 très bien accueillie. Oui, on a vu 5 intervenants qui sont montés sur scène et qui ont raconté des choses. Ils se sont très bien enchaînés. Tout cet événement était ponctué d'autres petits événements comme un petit moment de danse que j'ai trouvé superbe. Bref, on a eu à peu près 1h30. J'étais dans la salle et j'avoue que je suis sorti en ayant le sentiment d'avoir été au cinéma et d'avoir vu un bon film, quoi. Ouais. Vous savez, autant on allait au cinéma et on sortait avec ce sentiment d'accomplissement, de waouh, j'ai vu quelque chose, j'ai appris quelque chose. Et j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Moi, alors moi, j'étais pas dans la salle parce que j'avais la chance de coacher. Je sais pas si le verbe d'être le coach, parce que chaque speaker dispose d'un coach pour l'aider à préparer son discours, à sortir des histoires qui lui sont propres, une analyse, sortir une petite dose d'émotion. Donc ça fait partie du métier de coach. Tout fait partie du métier de coach. Mais il se trouve que le coach d'un speaker TEDx a pas mal de boulot, j'ai trouvé. Enfin, vous aussi, vous étiez... Je peux confirmer, oui. Voilà. Et donc, j'étais le coach de 2 speakers. Le premier intervenant, qui était Nicolas Don, que les auditeurs de RFI connaissent bien, et un deuxième speaker qui était un marin professionnel, que j'ai rencontré, que je connaissais depuis toujours. J'avais des posters de lui dans ma chambre, mais quand j'étais petit, mais je l'ai rencontré vraiment physiquement à l'aéroport. C'est-à-dire que je l'ai coaché par téléphone et par email et par choses comme ça. Donc on a beaucoup travaillé très différemment avec Nicolas et avec Franck Profit. Et donc Nicolas passait le premier et Franck passait l'avant-dernier. Donc il a fallu briefer un petit peu Nicolas et puis débriefer avec lui et puis briefer un petit peu Franck, débriefer. Donc je n'étais pas dans la salle, sinon j'aurais passé ma vie à ouvrir la porte. J'étais à l'extérieur et moi je n'ai pas senti cette émotion comme dans la salle, comme les spectateurs dans la salle, mais je l'ai recueillie par les gens à la sortie de la salle et j'ai été surpris de voir qu'ils avaient tous bénéficié de cette même émotion que vous venez de décrire, avec une belle énergie, avec beaucoup de... Les messages sont bien passés et l'ambiance générale, l'enchaînement et tout ça, c'était très bien calibré pour ce public. C'est particulier de s'adresser à un public de jeunes de 16 à 18 ans. Il faut adapter le discours, il faut essayer de trouver quelque chose, un angle qui va intéresser, qui va parler, qui va aller chercher les gens là où ils sont. Et peut-être qu'on aurait eu peut-être un tout petit peu moins de travail avec un public de cadres auquel on est habitué, auquel tout le monde travaille plus ou moins avec des entreprises, des cadres, des gens comme ça. Donc peut-être qu'en tant que coach, ça aurait été un peu plus simple. Mais là, on a eu ce petit défi supplémentaire qui fait que j'ai l'impression qu'on s'en est bien sorti. Bravo. Vu le résultat, oui, j'étais content d'être dans cette aventure-là. Ouais. Exactement, et on a eu que des échos positifs, donc c'est très très bien. Mais une fois de plus, je pense qu'en tant que coach, quand on coach quelqu'un, on crée une équipe, on crée une aventure ensemble. On ne sait pas très bien quand on commence, on ne sait pas très bien où ça va mener, on ne sait pas très bien comment on va arriver, où ça arrivera. Donc il y a un grand flou. Donc le seul truc qu'on peut dire à un speaker quand on rentre dans un coaching à la mode TED, c'est qu'on va vivre une belle aventure ensemble, la plus belle possible, et qu'on arrivera à faire quelque chose parce qu'on est un peu le garant aussi du résultat. On est garant du timing, on est garant de beaucoup de choses. Mais on ne sait pas très bien combien de temps ça va prendre, si on va y arriver, quand on va y arriver, et si le message passera bien auprès du public. Et là, tout ça est très bien tombé. Mais je pense que ça a été très très bien organisé par les gens du lycée qui mettaient tout ça en œuvre, qui nous ont beaucoup aidés aussi. Quand on avait des questions, ils ont su nous apporter des réponses. S'ils ne les avaient pas tout de suite, ils ont su aller regarder dans les livres de TED, parce qu'il y a beaucoup de documentation sur TED. Donc on a bénéficié d'un gros support aussi de leur part. Donc tout ça a fait un bel équilibre, j'ai trouvé. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. J'étais témoin et acteur en même temps de ce que vous racontez parce que j'ai été le coach d'un des intervenants de Stéphane Dumas, ouais. Méli-Mélo.
Et j'ai vu un peu l'organisation, les entrailles de l'organisation d'un tel événement. Et j'avoue que j'ai été surpris à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous avez mentionné les conférences TED avant. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces conférences parce que c'est des conférences d'une très bonne qualité, il faut le dire. Donc, ça fait des années que de temps en temps, quand ça me prend, je peux passer parfois des heures et des heures et j'enchaîne l'une après l'autre parce qu'elles sont vraiment bien faites. Et j'avais toujours l'impression que tout était spontané, c'était bien, c'était vivant, spontané, extraordinaire, vraiment un élixir, quoi. Et là, en étant derrière les rideaux, voir comment ça se passe, et je me dis, waouh! Ça fait quand même des mois de travail avant qu'on arrive à cette sensation de spontanéité, de présence, ça se travaille quand même. Ça se travaille énormément. Quand on voit les ficelles et qu'on se rend compte de ce que ça a demandé, effectivement, moi j'étais très très loin quand j'ai accepté d'être le coach d'un speaker au début. J'étais très très loin de me rendre compte du rôle du coach. J'ai dit, oui, si les Américains disent qu'il faut un coach, je vais dire oui, je vais être le coach. On verra bien ce qu'on me demande. Et en réalité, le travail n'est pas que technique, mais il y a comme dans tous les coachings, pour finir, il faut que le fit entre le speaker et le coach passe bien, s'installe. Il faut prendre le temps de rentrer dans l'histoire, de mettre à plat tout ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, d'essayer de structurer un petit peu tout ça. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail. On a, sur les deux intervenants que j'ai eu la chance de côtoyer pour réussir à mettre en place les discours, il y a un point commun, c'est qu'on était parti sur la mauvaise histoire au début. On a commencé par raconter le truc qui venait le plus facilement en tête des speakers, et puis en creusant, en apprenant à se connaître et en allant chercher des petites anecdotes ou des points un peu plus loin dans leur carrière, dans ce qu'ils ont vécu, on s'est aperçu que quand ils en parlaient, ils mettaient beaucoup plus d'émotion et qu'ils avaient vécu des choses qu'ils n'imaginaient pas être tout compte fait le point de départ d'autres choses ou des choses qui étaient tout compte fait plus importante que ce qu'ils étaient déjà en train de raconter. Dans le cas de Franck Profit, pour faire très simple, Franck Profit a raconté pendant son discours 2 chavirages qu'il a eus en course. Et le deuxième chavirage, c'est celui qui a été le plus médiatisé. C'était celui qui sautait aux yeux. Quand on dit Franck Profit, on pense à ce chavirage-là. Il était avec Franck Camas, machin. Et ça a été très médiatisé à l'époque, très filmé, très diffusé dans le monde. C'était à l'autre bout du monde, donc les Néo-Zélandais en ont parlé. Donc tout le monde en a parlé, les Américains, tout le monde a vu ces images. Et en creusant, on s'est aperçu qu'il y avait eu un autre chavirage, un peu plus confidentiel, moins documenté, avec moins d'images, moins d'informations. Ça a dû faire quelques lignes dans les journaux de voile et les journaux de sport. Et en fait, cet épisode-là était beaucoup plus puissant dans la mémoire de Franck Profit. Et donc, on a laissé de côté une partie de l'histoire pour aller creuser l'autre partie de l'histoire. Et on a réussi à composer une histoire qui était cohérente entre cet épisode très important dans sa carrière et l'autre épisode qui, pour finir, s'est très bien passé, même si c'était une catastrophe. Mais c'était une catastrophe, tout le monde avait le sourire, parce qu'ils avaient vécu le premier truc, donc ils avaient déjà l'expérience. C'était très intéressant de creuser ça. Comme on était dans le thème de Même pas peur, l'idée c'était de comprendre comment on lutte contre ces peurs. Et l'expérience et les accidents passés aident à lutter contre les peurs des accidents futurs. Oui, bien dit. En fait, il faut chercher l'émotion, quoi. C'est comme dans les romans policiers américains ou les enquêtes policières où on dit toujours chercher la femme, c'est un principe de l'enquête policière américaine. Là, on cherche l'émotion, quoi. Exactement. On cherche voir quel est le déclic. Voilà, il faut aller chercher ça, ouais. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu.
côté émotion, il faut dire aussi qu'il y a eu un troisième coach dans l'histoire, Bernard Godin, qui est venu de Paris, et lui, il a eu beaucoup plus d'émotions que nous deux réunis, parce qu'il a aussi été le présentateur, celui qui introduisait les intervenants et celui qui devait manager un peu tout le déroulement de l'événement. C'était pas une mission facile. C'était pas une mission facile. Il s'en est sorti parfaitement. Il s'en est très bien sorti et ça lui a demandé énormément de travail. Parce qu'il devait présenter les gens de façon relativement ludique. Il s'adressait à un public jeune. C'est pour lui que ça a été le plus vrai de devoir adapter son discours à un public jeune. Et il l'a fait très très bien en alternant un peu d'humour, un bon dynamisme et aussi une bonne connaissance de tous les sujets qui allaient être abordés, ce qui n'est pas facile parce qu'il a dû travailler lui avec tous les speakers. Donc non, ça a été et lui a fait c'est l'huile dans les rouages en fait. C'est lui qui a mis toute cette énergie en place. Et effectivement, il est largement partie prenante du succès de cette conférence. Il a été beaucoup touché par la Roumanie, si j'ai bien vu. Une dernière question, on est déjà à la fin de l'émission. J'ai une question que je n'aimerais pas louper. Vous diriez quoi? Vous vivez en Roumanie depuis un moment, vous vous êtes déjà fait une idée de ce pays, vous avez une histoire avec ce pays. Vous diriez quoi aux Roumains qui sont très déçus de leur pays et qui n'y croient plus? C'est une vaste question. Je dirais que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Moi qui suis français, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la France telle qu'elle est imaginée par les étrangers n'est pas aussi idéale que ce qu'on a en tête. Et qu'en ce moment, les politiques européennes, les économies européennes et beaucoup de sujets européens font qu'il y a une sorte de mal-être. Et en Roumanie, on sent ce mal-être peut-être puissance 10 parce que historiquement, les gens ont tendance à mal aimer leur pays. J'ai eu la chance de voyager beaucoup en Roumanie, d'aller visiter des villes dont on me parlait, que je voulais voir pour comprendre. Et je pense que les Roumains sont extrêmement riches de cultures complètement différentes, quelles que soient les régions. Bucarest est un petit melting pot de tout ça. Oui, il y a plein de choses à améliorer, mais partout il y a plein de choses à améliorer. La Roumanie, c'est un pays dans lequel tout est possible. On peut faire plein de choses. Et on bénéficie, comme on est un petit peu en retard quand on est en Roumanie par rapport à l'évolution de pays plus à la pointe de l'évolution, comme peuvent être les États-Unis, la France, l'Allemagne, d'autres pays comme ça, qui sont traditionnellement d'Europe de l'Ouest, enfin des pays industrialisés depuis plus longtemps et tout ça, qui n'ont pas vécu le communisme, qui n'ont pas eu cette étape dans leur vie, dans leur développement. On bénéficie, quand on est en Roumanie, d'ouvreurs, de gens qui ont fait des erreurs. Donc la Roumanie peut ne pas faire les erreurs des autres pays et prendre directement des décisions qui paraissent un petit peu plus sensées, un petit peu plus à la mode de l'écologie, de tout ça. Je dis à la mode, mais parce qu'elles sont plus actuelles. Donc aujourd'hui, la Roumanie, c'est, à mes yeux, en tant que Français qui découvre, je suis là depuis 3 ans, c'est une terre d'opportunités énorme, avec des règles à respecter. Il y a encore des vastes sujets là-dessus, mais moyennant quoi la région est fantastique, le potentiel du pays, la force de travail de ce peuple est fantastique. Si je devais m'adresser aux jeunes diplômés qui ont tendance à vouloir partir à l'étranger parce qu'on peut gagner plus d'argent ailleurs et tout ça, je pense que s'ils veulent faire ça, il faut absolument le faire, mais en revanche, il faut revenir. Ils ont un pays à faire grandir et le pays mérite de grandir. Bel concluzion. Domnule Detroiat, vă mulțumim că ați fost alături de noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Romain Detroiat, un francez pasionat de călătorii pe mare și coaching. Mai multe despre el puteți afla la adresa set.com. Vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă la ora 11. Până atunci, să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți.
Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România, o emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.